Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce jeudi 31 décembre, le ministre malaisien des Affaires étrangères, Hanifa Aman, a annoncé que la communauté de l'ASEAN, qui comprend la communauté sécurité et politique, la communauté économique et la communauté socio-culturelle, allait être mise en place officiellement aujourd'hui. M. Aman dit qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans l'histoire du bloc et que la Malaisie, assumant actuellement la présidence tournante de l'ASEAN, a réalisé avec succès ses objectifs avec le soutien et la coopération des autres membres de l'organisation pour établir la communauté de l'ASEAN et pour développer la communauté de l'ASEAN de l'après 2015. L'organisation avait annoncé en novembre, lors de son 27e sommet, la création pour le 31 décembre de cette communauté de l'ASEAN. L'établissement de la communauté économique de l'ASEAN, ou AEC, va donner naissance à une région sans droit de douane composée de la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Il s'agit d'un tournant pour l'ASEAN, mais aussi d'un casse-tête pour ses membres qui doivent uniformiser leurs normes et procédures. Écoutons ce qu'en dit l'un des architectes de l'AEC. La communauté économique de l'ASEAN sera un bloc économique de plus de 600 millions de personnes et de 2600 milliards de dollars. L'un des artisans de cette union économique est Suran Pissowan, ancien secrétaire général de l'ASEAN. Cela va devenir un marché intégré. Il sera compétitif par rapport au reste du monde et aux économies voisines. Il sera équitable en son sein, parmi les 10 pays, ce qui est un enjeu, et il s'intégrera sans problème au système économique mondial. De nobles ambitions, mais l'Asie du Sud-Est contient des pays à la fois parmi les plus pauvres et les plus riches de la planète. Se pose alors la question de l'équité entre ses membres. Si vous regardez le Vietnam, si vous regardez le Laos, le Myanmar ou le Cambodge, leur croissance est de 6,5-7% par an. Ils ne rattraperont donc pas leur retard rapidement, mais ils sont sur la bonne trajectoire. Les dirigeants de l'ASEAN ont toujours soigneusement évité les comparaisons avec l'Union européenne. L'Union monétaire est un rêve lointain et les États membres de l'ASEAN ont un engagement politique bien moindre que les pays européens. L'Union européenne pourrait néanmoins constituer un objectif pour l'ASEAN. J'ai toujours dit que l'UE était notre inspiration, pas notre modèle, car le début est différent. L'UE a commencé avec des grandes économies, mais l'ASEAN est né à l'initiative de petits pays, inégaux en matière de développement économique, mais qui ont décidé que l'avenir était plus important. Une différence majeure avec l'Union européenne est la liberté de mouvement. Si les visas ont été levés dans plusieurs cas, les frontières demeurent au sein de l'AEC, en partie pour des raisons de sécurité, mais aussi pour décourager les migrations. Vous pouvez imaginer que Singapour et la Malaisie soient envahis de citoyens de l'ASEAN cherchant un avenir meilleur et un meilleur emploi. Donc, nous nous sommes limités au libre mouvement de travailleurs qualifiés. Le lancement de l'AEC ne devrait pas fondamentalement changer la situation. Mais si la volonté des États membres ne faiblit pas et que l'avenir reste la priorité, alors la région pourrait bien avoir un nouveau visage. Mais cela sera un processus lent, comme en Europe. Le chemin a été long, mais aujourd'hui, les Allemands se sentent aussi européens. Il est difficile de donner un calendrier, mais je pense qu'une décennie va produire beaucoup de ces choses dont nous parlons. La coopération financière est un pilier important de la communauté économique de l'ASEAN, mais la création d'un bloc économique unique est un objectif ambitieux dont les experts disent qu'il nécessitera des années. En tant que fondateur et président de la Sakae Holdings, Douglas Fu a l'habitude de faire des affaires au sein de l'ASEAN. Depuis l'établissement de sa première boutique Sakae Sushi à Singapour en 1997, il a poursuivi son rêve de bâtir une marque mondiale. Aujourd'hui, le groupe comprend plus de 100 boutiques dans le monde et est présent dans 6 pays membres de l'ASEAN sur 10. Il dit que l'établissement de la communauté économique de l'ASEAN procurera davantage d'opportunités. Je pense qu'il y a une énorme opportunité dans cette région parce qu'en considérant les différentes étapes du développement de chacune des économies,
Un produit pourrait en fait être fabriqué en plusieurs parties, celles-ci venant avec leurs avantages compétitifs respectifs, et vous pourriez utiliser un marché clé pour les agréger ensemble et en faire un produit de l'ASEAN. Douglas Fu est aussi l'un des 3 représentants singapouriens du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN. Il comprend bien qu'un marché unique de l'ASEAN ne se bâtit pas en un jour et que des obstacles l'attendent. Je pense que les obstacles dans différents pays seront présents et que c'est là que le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN se mettra à la table pour essayer de les dépasser, de les assouplir et d'harmoniser. Quelquefois, nous n'avons pas besoin d'harmoniser tous les 10 pays parce que c'est trop difficile. Ils en sont tous à des stades différents de développement. Nous élaborons parfois des projets pilotes bilatéraux et arrivons à faire bouger certaines choses. Et si cela marche, alors nous pouvons embarquer un pays tiers à bord, puis un 4e, et cela s'étend naturellement. La communauté économique de l'ASEAN vise à intégrer les différentes économies de l'Asie du Sud-Ouest dans un marché unique de 625 millions de personnes et un PIB brut de 2500 milliards de dollars en 2014. Tandis qu'elle a fait des progrès dans certains domaines, nombreux sont ceux à avoir remarqué que la route vers une ASEAN pleinement intégrée est semée de défis. L'intégration représentera un très grand défi parce que les économies sont très différentes. Par exemple, entre le Laos et Singapour, entre l'Indonésie et Singapour, il y a une telle différence que ça prendra du temps de mettre en place cette sorte de liberté. La liberté d'investissement, la liberté de service, la liberté de mouvement des marchandises, se débarrasser des barrières non tarifaires, cela représente beaucoup de travail et requiert en réalité bien plus que les 200 personnes qui travaillent actuellement au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta. On prévoit que l'ASEAN, comme économie unique, deviendra la 4e économie du monde d'ici à 2030. La communauté économique de l'ASEAN 2015 est bien sûr une étape importante pour la région, mais pour réaliser ces objectifs ambitieux, les années à venir seront critiques. La politique de la Chine concernant l'ASEAN est celle d'une politique de soutien. Lors du forum de Boao au début de cette année, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine souhaitait collaborer avec les pays de l'ASEAN afin de construire la route de la soie maritime du XXIe siècle et promouvoir ainsi une zone de prospérité commune. Réécoutons ce qu'il a dit. En tant que bon ami et compagnon de l'ASEAN, la Chine continuera de soutenir le développement de l'ASEAN et le rôle majeur qu'elle joue dans la coopération régionale de l'Asie de l'Est. Le programme de développement de l'ASEAN fait partie du processus d'intégration de l'économie asiatique. La Chine prendra des mesures concrètes pour aider les pays de l'ASEAN à réduire l'écart et réaliser ensemble le développement de la communauté. Nous continuerons aussi de faciliter les échanges entre la Chine et l'ASEAN. Nous ferons bon usage de l'Expo Chine-ASEAN et d'ici 2020, nous pousserons le volume du commerce bilatéral à 1 000 milliards de dollars. Et on passe à la seconde partie de cette édition et nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Les consommateurs chinois s'attendent à une baisse des prix pour les articles australiens et sud-coréens pour la nouvelle année, alors que les accords de libre-échange entre la Chine et les deux pays entament une deuxième série de réductions depuis leur mise en application. Le ministère chinois du Commerce déclare que des droits APC vont par la suite bénéficier aux consommateurs et aux producteurs des pays concernés. Il précise qu'il y aura d'autres discussions sur les secteurs des services et des investissements en vue d'élever le niveau des accords de libre-échange. Il s'agit de la seconde série de réduction des droits de douane en seulement 10 jours après que les deux accords de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud, ainsi que l'Australie, ont pris effet le 20 décembre dernier. Les droits de douane sur des milliers d'articles seront supprimés, en particulier concernant les produits électroniques sud-coréens et les fruits et légumes australiens. Le ministère du Commerce déclare que ces nouvelles coupes vont donner un nouvel élan à la consommation ainsi qu'à la production dans le pays. S'agissant de l'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud, plus de 80% des produits intermédiaires, 99% des biens d'équipement et 76% des biens de consommation seront exclus des droits de douane. Concernant les exportations australiennes, la production agricole est très bonne. La laine australienne est utilisée pour les vêtements haut de gamme fabriqués en Chine, vendus tant en Chine qu'à l'étranger, et l'Australie est un fournisseur sur lequel on peut compter. De larges portions des échanges sino-sud-coréens
et sino-australiens sont immédiatement exclus de l'application des droits de douane. Mais il faudra un certain temps avant que la majorité des articles ne bénéficient de cette exemption douanière. Entre la Chine et son voisin d'Asie de l'Est, la période de transition est d'environ 20 ans, tandis que le commerce entre la Chine et l'Australie nécessite une période entre 5 à 10 ans. Les analystes déclarent que la période de transition est normale pour les accords de libre-échange, en vue d'amortir les difficultés auxquelles les industries locales sont confrontées. Et tout en attendant la mise en œuvre complète de l'accord, des responsables indiquent que de nouvelles discussions auront lieu sur la façon de relever le niveau de ces accords de libre-échange. Nous avons encore de la marge pour les services et l'investissement. Et comme précisé dans les accords de libre-échange avec la Corée du Sud et l'Australie, nous continuerons de négocier sur les volets concernés durant les 2 prochaines années. Ce qui signifie que la qualité des accords de libre-échange s'en trouvera améliorée alors que les pays vont à l'avenir ouvrir leur secteur des services et baisser leur seuil d'investissement. Pour l'industrie chinoise du tourisme, l'année a débuté en fanfare avec des chiffres prometteurs et se termine de la même manière. Durant la fête du printemps 2015, le nombre de voyageurs à partir à l'étranger a dépassé pour la première fois celui des touristes intérieurs et comptant pour plus de 60% de tous les voyageurs. Et alors que de plus en plus de personnes planifient leur séjour bien à l'avance, c'est bien cette activité en ligne qui a explosé. Gubin envisage d'emmener sa famille en vacances sur une île durant la prochaine fête du printemps. Il s'est déjà rendu en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande cette année. Il déclare qu'il est désormais plus facile de réserver un voyage en ligne. Les agences de voyage traditionnelles ont leurs propres avantages. De façon comparative, elles ont plus d'expérience et facilitent la communication face à face. Mais en termes de prix et de capacité à connaître ce qui est disponible, les services en ligne sont les meilleurs. La première agence de voyage en ligne du pays, Ctrip, a constaté une croissance de 50% de ses recettes au 3e trimestre de cette année, atteignant 3,4 milliards de yuan. Et la plupart de son activité est effectuée soit en ligne, soit par le biais de son application officielle. Nous avons réalisé que cette application est bonne pour répondre aux demandes des consommateurs qui veulent juste choisir et partir. Donc beaucoup de locations de véhicules et d'achat de tickets pour les attractions touristiques se font par le biais de l'application, en particulier durant les vacances. Nous étudions les données et ajouterons davantage de fonctions à cette application. Lui déclare qu'il s'agit là d'un modèle totalement différent de ce qu'était l'entreprise il y a 16 ans. La plupart de son activité se faisait par le biais de centres d'appel. D'autres agences de voyage sur Internet déclarent qu'elles constatent également une forte croissance du commerce en ligne, alors qu'elles luttent pour abaisser leurs coûts et leurs prix. La chaîne d'approvisionnement de l'industrie du tourisme est très longue, ce qui élève nos coûts et peut rendre cela difficile pour les besoins des consommateurs. Nous pouvons accroître notre efficacité et améliorer l'expérience des consommateurs en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement. Au mois d'octobre, le montant de nos ventes directes est passé de 20 à 30%. Même les anciennes agences de voyage se mettent à l'ère d'Internet. Spring Tour a lancé son site officiel en 2008, plus de 25 ans après son établissement. Les responsables de Spring Tour déclarent que cette année, leur activité a connu une croissance record. Les recettes de notre commerce en ligne dépassent désormais les 900 millions de yuan par an. Nous avons vu un changement dans le comportement des consommateurs alors que la société s'est développée et de nombreux consommateurs aiment réserver des programmes de voyage par le biais d'Internet. Par exemple, pour le 11 novembre, nous avons fait plus de 10 millions de yuan de réservations en quelques minutes. Il s'agit là d'une nouvelle opportunité pour des agences de voyage comme la nôtre. L'année prochaine, la plupart des agences de voyage espèrent se concentrer sur les voyages familiaux en raison de l'ouverture de Disneyland. Beaucoup d'entre elles tentent de développer leurs affaires en offrant simplement des séjours touristiques. Spring Tour prévoit d'ouvrir des boutiques duty-free au Japon et Tongchang Travel pense s'inspirer de Spring et lancer sa propre compagnie aérienne. L'or se reponait d'un plus bas historique au début du mois. Les analystes s'attendent à un prochain rebond plus marqué pour le métal précieux. Nous nous sommes rendus dans des boutiques qui vendent de l'or à Beijing pour interroger des acheteurs et des analystes sur la tendance. Nous sommes à la bijouterie Tsaibai, la boutique la plus populaire pour le tape à l'œil. Les clients s'adonnent à la pêche de fond de dernière minute.
Le responsable du magasin a indiqué que l'or au niveau mondial a commencé sa reprise depuis décembre, mais que le prix actuel est toujours relativement bas et que c'est pour cela que les ventes ont connu un regain de 30% ce mois-ci. Certaines autres bijouteries ont même fait état d'un bond de 50% lors des ventes de décembre. J'achète un lingot de 100 grammes d'or de bonne qualité pour couvrir la mauvaise performance de l'investissement que j'ai fait. J'achète 200 grammes. Je suis susceptible d'accroître mon fonds d'or si la hausse de l'or se poursuit. Un analyste confirme la perspective positive. La vigueur du rebond de l'or dépend du rythme de la hausse des taux d'intérêt américains. Jusqu'à présent, les indices montrent qu'une hausse des taux d'intérêt est improbable au premier trimestre de 2016. Donc ils ne vont pas réduire les gains de l'or et les prix de l'or vont continuer à s'affermir. Pour les investisseurs de détail, le changement de prix de l'or attendu semble suffisant pour les pousser à vendre. Nous pensons qu'il y aura une hausse de 50% de la revente de l'or par des clients qui ont acheté le métal au prix bas actuel. Alors que la réunion du groupe de réforme vient tout juste de se conclure, le plan de réforme pour l'année prochaine mettra l'accent sur le développement. Cela alors que la Chine est confrontée à des défis croissants liés à la pollution et à la détérioration écologique. La qualité de l'air s'est beaucoup améliorée de janvier à octobre. La concentration moyenne de particules PM2,5 a baissé de 17,7% dans 74 villes par rapport à l'année dernière. Mais depuis l'arrivée de l'hiver, certaines zones du nord-est de la Chine et la région Beijing, Tianjin, Hebei en particulier ont connu plusieurs jours de forte pollution de l'air avec des taux de particules PM2,5 qui ont atteint plusieurs fois des niveaux extrêmes. La protection de l'environnement est une question prise très au sérieux par le groupe de réforme. Peu de temps après la formation de ce groupe, une proposition a été passée lors de sa seconde réunion en février 2014 afin de punir plus sévèrement les pollueurs et pour renforcer la protection de l'eau et des forêts. En décembre de cette année, le groupe a fait passer un plan pour encourager l'exploration de nouvelles méthodes pour protéger le système écologique. En juillet de cette année, davantage de mesures ont été mises en place, dont un système d'inspection de l'environnement et de punition contre les fonctionnaires responsables de sa dégradation. Autre résultat de cette réunion, la mise en place d'un système d'audit tenant responsables les fonctionnaires sortants. Bond Picture, l'un des principaux magazines d'art de vivre de Shanghai, a annoncé la fin de sa version papier à compter de 2016. À partir de l'année prochaine, son contenu sera disponible uniquement en ligne. Un nombre de publications chinoises ont déjà fait ce choix. Le dernier jour de l'année 2015 marquera également celui de la version imprimée de Bond Picture qui vient de publier sa dernière édition. Le magazine, créé en 2003, est rapidement devenu l'une des références en termes d'art de vivre à Shanghai. Bond Picture n'est qu'une revue parmi tant d'autres qui ont dû mettre la clé sous la porte en Chine au cours de ces dernières années. Les médias sociaux et les appareils mobiles ont changé les habitudes de lecture de nombreuses personnes. Au cours de l'année 2015, Shanghai a assisté à la fermeture du Shanghai Business Daily, du Shanghai Weekly et aujourd'hui à celle de Bond Pictures. De plus en plus de journaux et de magazines ont basculé d'une version papier vers une version numérique de leur contenu afin de s'adapter aux envies de leur lectorat. J'achète beaucoup moins de magazines aujourd'hui car je peux lire la majeure partie de leur contenu sur mon téléphone portable. Je peux les consulter n'importe où et n'importe quand gratuitement. Je peux consulter mes magazines depuis un terminal mobile dès que je suis libre. La lecture est devenue une activité plus fragmentée à l'ère numérique. Les kiosques ont été sévèrement affectés par ce changement. Nombre d'entre eux doivent vendre d'autres produits tels que des boissons, des snacks et des cartes téléphoniques afin de compléter leurs revenus. Bond Picture a précisé que la rédaction continuera d'alimenter les réseaux sociaux, mais n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse à ce sujet. Les journaux et les magazines disposent toujours d'avantages sur les réseaux sociaux. Ils savent créer du contenu. Ils ont à leur disposition des auteurs talentueux qui savent ce dont les lecteurs ont besoin. Leur réseau social est très développé, leurs ressources sont importantes. Dans cette ère numérique, les experts estiment que l'esprit des publications survivra, même s'il prendra une autre forme. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.